Ça commence comme ça. Quand je préparais l'agrégation, en 2004, j'ai lu un livre très ennuyeux d'un inconnu, enfin de la plupart des gens, qui s'appelle Hans Robert Jooss, et qui avait écrit Pour une esthétique de la réception. Un bouquin très ennuyeux, comme je vous ai dit, mais qui soulevait la question du corrélatif de l'émission, c'est-à-dire de ce que dit l'orateur. Et il disait, en fait, en termes très compliqués, quelque chose qu'on peut comprendre de manière très simple, c'est-à-dire que quand on parle, il faut toujours se demander à qui. En gros, lui, il l'explique en 400 pages, mais c'est l'idée. Et en fait, il se trouve que j'ai passé l'essentiel de mon mois d'août avec le Covid, le virus du Covid. Je suis toujours pas passée au féminin. Je vais faire sous-entendre virus et le garder au masculin parce que ça va bien. Donc, j'ai passé quelques semaines avec notre ami Covid. Et du coup, comme on avait convenu de faire cette conférence en des temps où la question du pass sanitaire ne se posait pas, comme j'ai mon pass sanitaire pour 6 mois là, j'ai pas réfléchi à la question. On était parti sur cette conf et la question s'est pas posée puisque j'ai un pass. Et en fait, on m'a fait passer des captures d'écran, enfin une capture d'écran, où j'ai vu l'entrée à cette conférence est soumise à la présentation du pass. Et là, je me suis dit, damned, à moins que vous soyez à 40% fait curer le nez, à 40% que vous ayez contracté le virus, et à 20% que vous ayez bidouillé un pass sur Photoshop, la plupart d'entre vous sont vaccinés. Donc, il y a, ou pas, visiblement, hein, donc je ne vous dénoncerai pas. Donc, il y a un biais, en fait, dans la réception. Et j'en tiens compte. Alors du coup, on va aussi parler société à 2 vitesses. Bonjour les zoomers, voilà, qui... Ouais. Je vais pas les embêter parce que mes élèves, je leur demande de mettre leur tête pour voir s'ils dorment, mais l'ordinateur c'est éteint, en vrai. Voilà. La technique. Voilà. Donc on parlera de société à 2 vitesses créée par le pass, évidemment, parce que du coup, on a tous dû montrer notre... patte blanche, QR codée, à l'entrée. Donc, voilà, c'est un état de fait qui n'est pas neutre. Et du coup, je poserai la question d'une société à 2 vitesses. Et en fait, cette petite introduction qui fonctionne comme une mise en abîme, nous parlons de la pandémie, et nous-mêmes, pour assister ou participer à cette conférence, avons dû nous poser la question de pouvoir y venir si nous avions ou non la possibilité matérielle d'y assister, va me permettre une super entrée en matière. Enfin, super selon moi, vous en penserez ce que vous en pensez. En fait, il y a une première chose qui est que, déjà dans cette société à 2 vitesses, il y a l'idée que la 2D, le fait qu'on ait des écrans partout, puisse être un substitut acceptable de la 3D. Et ça, je pense qu'on n'a jamais autant senti que cette dernière année. L'immense mensonge qui se cachait derrière cette réalité. Ça m'a fait repenser à la publicité Nokia il y a un petit bout de temps quand même, hein, qui disait « Connecting People ». Voilà, donc c'est très beau, voilà, effectivement, ça permet de gérer des affaires à des milliers de kilomètres, etc. Mais je ne sais pas si vous l'avez vécu un petit peu plus personnellement. Ben non, faire cours par Zoom, ça n'a rien à voir avec le fait de faire cours devant des gens. Donc il y a comme ça, ce sera une des entrées du premier point que je vais aborder, des mensonges qui nous ont sauté au visage. Non, il n'y a pas la hiérarchie qu'on a essayé dans laquelle on a baigné entre nos sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous apparaît, c'est qu'on est dans une société du visuel et de l'auditif. Et c'est énorme, parce que si vous constatez le symptôme principal du virus, c'est perte du goût et perte de l'odorat. Et on s'en fout avec les écrans, en fait. Donc en fait, c'est comme si on avait oublié de se sentir les uns les autres. Donc on a créé vraiment, ces dernières décennies, une hiérarchie sensorielle, une surdétermination de l'auditif et du visuel qui se passe complètement du tactile. Je fais une petite parenthèse. Ouais, c'est l'abscisse de l'autre monde. Elon Musk travaille sur des combinaisons haptiques, c'est-à-dire qui reproduisent le toucher, pour que, quand vous êtes en ligne en train de faire un jeu vidéo et qu'il pleut dans votre jeu vidéo, vous ayez la sensation de la pluie sur les épaules. Et
Et vous pouvez même avoir des rollers rétro rollers qui vous permettent de courir dans votre salon, donc un espèce de tapis de running sous vos pompes, sans vous déplacer réellement. Donc en vérité, il y en a qui commencent à capter que oui, la sensorialité c'est quand même important, mais on est quand même immergé dans un monde où on pensait que c'était génial, ces écrans de partout, etc., pour se connecter, et où en fait on a tous failli crever des proches qui étaient à plus d'1 kilomètre de chez nous, de la distance qu'on avait avec eux. Bon. Et en fait, je vais un petit peu dire à quel point, à l'échelle individuelle, on va procéder par échelle, le Covid nous a impacté, le virus du Covid nous a impacté, et comment du coup nous ont sauté au visage des choses qu'on était en train, comme des grenouilles là, dans la fameuse casserole où l'eau chauffe jusqu'à ébullition, en train d'accepter tranquillement sans les remettre en question, et qui, plus ou moins importantes que celles que je vous ai citées sur la 2D ou la 3D, nous apparaissent dans toute leur réalité, quoi. La distance, les questions de distance, etc. etc. Et d'un autre côté, la mise en abîme que je vous ai faite permet cette entrée en matière sur vaccin, sur le vaccin, et sur évidemment l'immense débat que ça crée. Et ce qui est selon moi une instrumentalisation médiatique des extrêmes à des fins polémiques que je n'apprécie pas énormément, alors qu'en fait, donc, qui est de dire le monde est divisé entre les vax et les anti-vax, et en fait, l'autre entrée de mon premier point, ce sera vraiment de montrer que en fait, l'essentiel se joue, comme toujours, à l'échelle individuelle. Et que la proportion pour laquelle on se vaccine, la proportion politique de notre geste de choisir ou non la vaccination est, selon moi, beaucoup plus faible que l'instrumentalisation médiatique cherche à nous le faire croire pour nous dresser les uns contre les autres parce que c'est juteux et ça crée du clash, quoi. Ok, ben, allons-y pour ce premier point. Donc, le choix du vaccin est moins fait par des pros ou anti-vax que par des êtres humains décents, comme vous et moi, sauf si vous n'êtes pas des êtres humains décents, avec des choix prosaïques, comme des choix existentiels à faire au quotidien. À l'échelle individuelle, un vacciné n'est pas forcément un pro-vax, et nous serions tous et toutes, nombreux et nombreuses, à être choqués qu'un anti-vax s'en prenne à tel ami qui se vaccine parce que oui, il veut accompagner son ami d'enfance pendant sa chimiothérapie, et que oui, cet ami est en Espagne, et que pour prendre l'avion rapido, eh ben c'est le pass sanitaire qui prévaut. Est-ce que vous oseriez? Moi non. Évidemment, le principe est réversible, c'est-à-dire qu'un non-vacciné peut être quelqu'un en télétravail dont les proches un petit peu fragiles, ou concernés en tout cas, à risque, sont vaccinés, qui a une vie plutôt sédentaire et qui est totalement responsable, donc qui sait très bien ce qu'il fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui procède comme ça, et je ne vois pas au nom de quoi on irait lui reprocher de vouloir un petit peu attendre, qu'il y ait un petit peu plus de recul, que ce soit en termes de recherche médicale alors qu'il y a un tel débat, ou que ce soit en termes politiques, quand on a subi 1 an de contradictions, de discours et de discours correctifs sans excuse, sans reconnaissance que c'était égotiquement expéditif. Après tout ça, on a quand même le droit de prendre notre temps. Et ça ne fait pas de nous des anti-vax. Parlons un petit peu plus de nos vies bouleversées. J'ai pris quelques points, mais il y en a des milliers. Alors au niveau de la famille, donc le virus du Covid a changé notre rapport à la famille. Corporellement, autre mensonge qui nous a sauté aux yeux quand on a fait notre balade d'1 kilomètre à la ronde, c'est « Ah, 200 km c'est rien, un coup de voiture et je suis chez toi ». Ok. Je vous rappelle que ça fait des décennies qu'il y en a plein qui parlent du Convivir, donc du vivre ensemble. Il y a des convivialistes qui parlent de ça, il y a des gens qui érigent des éco-villages, des éco-hameaux. Depuis des décennies, on les regarde pas comme des gens un petit peu étranges, hein. Des écolos, c'est le nouveau mot pour dire hippie, d'accord? Ils ont peut-être compris quelque chose que nous, on s'est pris en pleine tronche avec les parents. Moi, mes parents vivent à Nice, je ne les ai pas vus pendant les 3 mois de confinement. Alors qu'effectivement, en 2 heures, c'est bon, on est tout prêt. Idéologiquement, évidemment, il y a eu des divisions. Oh, je vais encore parler de moi, papa est médecin, à la retraite, et quand je l'ai appelé en disant « Papa, je suis positive au Covid »,
Il m'a dit, bon, ben, j'ai eu du mal à pas mordre le téléphone en te disant, mais pourquoi tu t'es pas vacciné? Voilà. Et quand je lui ai suggéré l'idée de mon mari qui m'a dit, ah, finalement, comme t'as pas une forme trop grave, peut-être je pourrais passer, parce que j'étais confinée loin de lui, peut-être je pourrais passer te faire un bisou pour le choper. J'ai dit à papa, bon, il propose ça, moi je l'assumerai pas, mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Il m'a dit, mais c'est pas possible! Vous allez vraiment continuer comme ça? Enfin, il m'a dit, je vais devenir fou, quoi, quand il m'a demandé ça. Bon. Donc là, je vous donne la version marrante, mais dans d'autres familles, c'est évidemment bien plus clivant, ces questions de vax et anti-vax, et j'en ai des exemples beaucoup moins légers. On s'est pris aussi au niveau famille, dans la tête, la prise de conscience que certains modèles familiaux étaient respectés et pas d'autres, que certains modèles familiaux existaient et pas d'autres. Donc, dans un couple séparé, divorcé, on a eu le droit d'aller chercher des enfants, enfin les personnes ont eu le droit d'aller chercher des enfants, il y a eu tout un système qui a été mis en place. Pour le polyamour, qui n'existe encore nulle part, pour pas grand monde, enfin pas partout et pour très peu de monde, en fait, quand les personnes sont polyamoureuses, elles ont plusieurs conjoints. Et donc, du coup, la question des lieux de vie se pose. Et je n'ai pas entendu parler de polyamoureux qui disaient sur leur passe, je vais voir mon autre conjoint. 350 balles. Voilà. Donc, on s'est pris aussi ça, la question des modèles familiaux. Ok. Ça, c'est pour la famille. Je vais aller rapidement un petit peu sur le reste parce que la physique quantique, la physique du temps nous attend. Donc, pour les médias, évidemment, beaucoup de choses nous sont apparues. L'oblitération nette de tous les sujets jusque-là brûlants nous a quand même frappés. On n'a plus du tout parlé attentats, terrorisme. Les gilets jaunes se sont fait complètement couper l'herbe sous les pieds. Ils ont été réduits au silence, mais même pas par les médias, par le fait que plus personne n'était intéressé par ce qui se passait, quoi. Donc, il y a eu une oblitération quand même extrêmement vive. Tout ça pour passer en boucle des infos déjà caduques, voire contradictoires. Donc, les médias en continu, c'était un petit peu loufoque pendant un temps. Au niveau du travail, évidemment, on a vu se dévoiler la vaste illusion de la nécessité du présentiel constant dans certains secteurs. Il y a des gens qui travaillent mieux chez eux et plus efficacement, ça l'a quand même prouvé. Il y a des sociétés qui ne se sont pas effondrées et qui ont même vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce à ça. Et à l'inverse, son caractère superflu, celui du présentiel, l'idée que le présentiel peut être superflu, s'est avérée complètement fausse dans d'autres secteurs. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du mal-être étudiant. Moi, j'étais aux premières loges pour ça. Il n'a plus été question de travailler. J'ai fait un post Facebook où je me suis filmée en leur disant « Laissez-moi parler sur votre canapé en Zoom et allez regarder les oiseaux, quoi. Je m'en fous, mais tombez pas en dépression, quoi. » C'était une horreur, ok? Donc, au niveau du travail, effectivement, il y a eu toutes ces questions qui se sont posées. Évidemment, par rapport à des sujets aussi légers que la mort, notre rapport à la mort, et donc aussi au transhumanisme. Veut-on prolonger notre vie à tout prix? Quel est le sens de cette vie? On l'a vécu en confinement, c'est pas Jojo, quoi. Hein. La question s'est posée. Et par rapport aux scientifiques, alors là c'est très très important parce que les chercheurs de l'ombre, ceux qui ne sont pas médiatisés, qui œuvrent vraiment pour trouver des solutions, on n'en entend pas trop parler. Par contre, moi je parle de ceux qui sont allés se ridiculiser sur les plateaux en venant incarner la doxa versatile. C'est-à-dire ceux qui ont dit le risque zéro n'existe pas, enfin, vous lavez les mains, et qui ont dû un petit peu se cacher les jours d'après parce qu'un autre grand professeur avait dit que le masque c'était super important. Donc la doxa versatile, quoi. Et moi, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est pas qu'il y ait contradiction. Je veux dire, quand on fait de la recherche, on croit quelque chose, et bien idiot, celui qui, à force de lecture, n'a pas son point de vue, qui se précise au point de se modifier par endroits de manière quand même radicale. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans ces interventions de scientifiques, je ne vais pas mettre de guillemets, c'est des vrais scientifiques, c'est l'absence de mea culpa sincère, de dire, écoutez, on n'a jamais eu cette situation, du coup, on met tous les moyens nécessaires, et on va tous y aller, et on va faire en sorte que... Non, il n'y avait pas ce discours, il n'y a pas eu de mea culpa public, il n'y avait aucune humilité, et on a pu voir tout l'égotisme des sections de recherche médiatisées. Voilà, donc, impact familial, médiatique, sur notre rapport au travail, rapport aux scientifiques, et donc aux politiques et aux lois.
Quand vous risquez de perdre votre travail parce que vous préférez travailler chez vous et que vous êtes prêt à présenter depuis 3 jours à votre boulot mais que vous avez abattu plus de travail que vous ne l'auriez fait sur place, quand on vous dit t'es obligé de rester à la maison, sors pas de chez toi, tu comprends que la loi est un petit peu vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, disait Pascal en son temps. Donc on s'est aussi pris ça en pleine tête, quoi, que les lois étaient quand même en partie, pour certaines, on va y aller doucement, arbitraires. Donc non, à l'échelle individuelle, rien ne sera plus comme avant. Le virus du Covid et les changements de règles du jeu qu'il a induits nous a toutes et toutes impactés et à des niveaux différents et cumulables. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste eu une prise de conscience de votre famille ou de l'éloignement ou tout ça, il y a eu tout ça. Il y a eu un grand coup qui a été donné sur le plateau de la balance, c'est-à-dire qu'on avait un espèce d'équilibre, de vivarium, quoi, dans lequel on était sans vraiment le conscientiser. Et en fait, le changement des règles du jeu, notamment le confinement, a été un gros coup de poing. Donc, du coup, si je fais des mouvements, on ne va plus m'entendre. Donc, jusqu'à la stabilisation. Et du coup, il faut espérer que le plateau de la balance se stabilise au bon endroit. Ce serait un soulagement pour moi. Voilà, j'en arrive à mon deuxième point, qui concerne l'élan vers un monde nouveau. Donc, à l'échelle politique et sociétale, là, on était à l'échelle individuelle. Nouvelle vision, nouveau paradigme. Alors on va parler de ce qui était déjà vécu par des centaines de milliers de personnes qui étaient considérées comme des néo-hippies et qui en fait deviennent des nouveaux modes de vie qui sont déjà marketés. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à peine ils sont visibles, c'est-à-dire ils étaient complètement mis de côté quand tu vis dans une caravane, c'était un marginal, etc. Et à peine sont-ils devenus visibles, on a formé un éco-hameau ou ceci, cela, qu'ils ont été marketés. Viens construire ton Carter pour 1000 € le week-end d'apprentissage. Voilà, mainstream. Ok. Donc, pour parler un petit peu rapidement, le bain dans lequel nous avons grandi, vous et moi, était globalement centré, donc le bain dans lequel nous avons grandi, hein, pas ce que nous pensions au fond de notre être, hein, était globalement centré sur la croissance, le progrès, l'anthropocentrisme, la vision de l'homme comme un homo economicus. Il y a eu plein de bouquins là-dessus, voire comme un loup pour l'homme. Alors je bosse à Sciences Po, je sais ce que je dis, il y a quelques étudiants ici dans la salle, ils ne peuvent pas dire qu'on leur a pas asséné ça abondamment, d'accord? Et moi j'ai un amphi qui heureusement est sur le terme de autrui, qui s'appelle « En finir avec le loup pour l'homme ». C'est une création d'auto-cautionnement rétrospectif du libéralisme, du néolibéralisme en fait. C'est une construction, d'accord? C'est un endoctrinement en fait. Partiellement, hein, pas complètement, évidemment, c'est le prof qui incarne, qui dit ce qu'il veut. S'il veut parler de Nietzsche et de l'Ouroboros, il parle de Nietzsche et de l'Ouroboros. S'il fait l'histoire des grands économistes, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc le bain dans lequel nous avons grandi, c'est celui-là. Et ceux et celles qui ne le vivaient pas, au fond d'eux, comme quelque chose de vrai et de pertinent, étaient marginalisés. J'ai fait une prépa littéraire en 1998. Il y avait les gars qui faisaient HEC à côté, ils avaient autrement la classe, quoi. Nous, on était les rois de la République, je disais. C'est-à-dire, on était les rois, quoi. On avait des diplômes de feu, on avait des connaissances de l'espace et tout. Et dans la société, on me disait « Ah, t'as un diplôme de lettres !» Ah ouais. Mais pourquoi, en fait? Voilà. Donc, roi de la République, t'es à l'ENS et tu pointes, quoi. Voilà. Je parlerai pas de mon salaire, est-ce que c'est la peine? D'accord. C'est un salaire de prof, quoi. Hein. Bac plus 8, la meuf. Je finirai à 3002. Voilà. Donc, voilà. Vous vous rappelez aussi ce que c'était d'être végétarien dans les années 90? Quand vous receviez un végétarien à dîner, quand quelqu'un osait dire à un repas « Moi, je mange pas de viande. » Oh, qu'est-ce que les gens... Voilà. Et je le disais aussi, parce que je n'étais pas végane à l'époque, j'avais pas fait ma petite étude de la dissonance cognitive qui fait que j'aime les animaux, mais je les bouffe. Voilà, donc j'ai fait mon petit process là-dessus. Voilà. Et pourtant, je rappelle que le rapport Meadows, intitulé Limits to Growth, date de 1972. Donc les limites à la croissance. La croissance ne peut pas être illimitée. Le rapport Meadows, c'est un rapport demandé, alors attention là on va donner les grands noms pour que ça soit crédible, demandé par le Club de Rome au MIT. Donc Club de Rome, c'est les grands penseurs du monde de demain,
Donc qui essaie de voir à l'avance les grandes tendances du futur pour pouvoir faire affaire dessus. La rétrocausalité les intéresse beaucoup. Oh. Le commun des mortels, beaucoup moins. Voilà. Le rapport Meadows date de 1972. Il a été demandé par le Club de Rome, au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, qui avait à l'époque les ordinateurs les plus puissants qui permettaient des simulations. Donc ils ont fait, moi j'ai en tête Word3, et donc ils rentraient tous les critères qu'ils avaient, la démographie, la pollution, tout ça. Ils mettaient toutes les courbes ensemble, et en fait ce qu'ils montraient, c'est que toutes les courbes, si on continuait dans le sens de la croissance telle qu'elle était dans les années 70, au bout d'un moment, au lieu de continuer ou de se tasser, il y avait un collapse, donc un effondrement. Et c'est ça qui a créé la collapsologie. Donc Pablo Servigne est peut-être le nom le plus connu en ce sens, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. En fait, collapse, c'est l'effondrement des courbes dans la simulation du MIT. Voilà. Et la collapso, c'est l'idée en fait qu'on ne peut pas aller dans la croissance constante sans que l'humanité y perde peut-être son existence. Voilà. Donc, ça date de 1972. Et depuis 1972, il y a plein de gens très haut placés, notamment dans la recherche, qui disaient « Oh, rapport Meadows !» Et tout le monde s'en fout. Macron, vous entendez parler du rapport Meadows, Limit to Growth? Moi non. Bon, j'écoute pas beaucoup Macron, mais j'ai pas l'impression. Donc je vais le dire a priori, ça me fait du bien, c'est peut-être vilain. Voilà, hop, ça c'est fait. Il y avait qu'à pas venir à Marseille. Petit règlement de compte. Voilà. Donc ça c'était pour le rapport Meadows qui date de 1972. Donc de 1972 à environ 2015, 2010-2015, toutes les personnes qui voyaient bien, enfin qui ne ressentaient pas un appel pour la croissance et le progrès, qui sentaient qu'il y avait une contrepartie, une espèce d'hubris qui se payait, quoi, une espèce de compulsion qui était négative, qui était trop, quoi, qui était une course folle, un tonneau des Danaïdes jamais rempli finalement, enfin impossible à remplir, ben, tout cela, ils passaient pour des gentils fous, des écolos, donc des néo-hippies en fait. Et puis, on en est quand même à un moment, depuis avant la crise sanitaire, et c'est vraiment ce que je veux dire, depuis 2018, si vous allez sur le site de l'ONU, il y a le rapport du GIEC, okay, qui dit si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans les années qui viennent, il faut prendre des mesures considérables maintenant. Donc on n'en est plus à lutter contre le réchauffement climatique, c'est fini. On essaie qu'il ne dépasse pas 1,5 degré. Et ça, c'est le GIEC pour l'ONU. C'est pas... je comprends, alors moi j'aime beaucoup ce que dit Aurélien Barraud, mais quand vous voyez Aurélien Barraud, alors il est astrophysicien, il dit qu'il utilise sa caution scientifique pour être entendu, puisqu'il l'a en public, et qu'il pense que l'urgence, devant peut-être l'astrophysique très intéressante qu'il doit brasser au quotidien, c'est d'alerter sur ça. Donc lui, comme vous le voyez, il a des cheveux longs, voilà, on peut dire, bon, allez, c'est un néo-hippie, on le balaye. Maintenant, faites ça avec le rapport du GIEC, faites ça avec Noah Yuval Harari, qui est un des plus grands penseurs de notre temps, qui récapitule toute l'histoire de l'humanité en 2 bouquins, là, Homo sapiens, Homo Deus, etc. Le progrès, c'est fini, ça n'est pas tenable. Le concept de unsustainable était déjà dans les chansons de Muse, le groupe de musique Muse, une musique qui s'appelle unsustainable, donc insoutenable, et qui parle des limites to growth, donc de la consommation, de la production, etc. Ça date déjà d'une bonne décennie. Voilà. Donc, avant la pandémie, c'était déjà acté par tous les gens sérieux que c'était insoutenable. Et je dis ça à tous les sens du terme, pour la planète, mais pour tout humain conscient qui a fait ses lectures, en fait. C'est insoutenable. Ouh, ça fait du bien. Voilà. En 2017-2019, on a enfin eu des écrits, c'est-à-dire que les maisons d'édition ont enfin considéré qu'il était intéressant pour elles de publier des auteurs qui parlaient enfin du fait que l'homme n'était pas forcément un loup pour l'homme. Ça ne veut pas dire que personne ne le pensait jusque-là. Ça veut juste dire que les maisons d'édition, quand elles voyaient un manuscrit
en ce sens arrivé, elle disait mais non, n'importe quoi, un gentil utopiste. Voilà, moi, ça fait 20 ans que j'entends mais tu es une idéaliste toi. Voilà, en plus comme je suis un peu comme je suis, c'est facile. Voilà, mais pas du tout. Sinon restez entre vous, je veux dire, soyez rageux, faites des dîners de rageux, enfin je sais pas. Voilà. Donc, il y a eu 2 ouvrages, en 2017 et 2019, donc tout proches l'un de l'autre, et avant la pandémie. 2017, Pablo Servigne, donc, qui est étiqueté Collapso, donc qui est un peu écarté de l'espace de la visibilité, enfin des projets, quoi. Mais maintenant qu'il y a eu la crise, il est beaucoup plus médiatisé. Cet été, enfin je crois que c'est cet été, mais en tout cas il y a parce que je l'ai lu un petit peu tard, mes exemplaires de Philosophie Magazine, et il y a tout un dossier, et notamment ça commence par Pablo Servigne, donc il commence à plus être vu juste comme un collapso. Et le mot collapso est très mal vu parce qu'on voit des gens qui ont peur que tout s'effondre, qui se construisent des abris plein de bouffe pour pouvoir survivre, donc on les mélange avec les survivalistes, etc., etc. Alors qu'en fait, la collapso, c'est cette histoire du rapport Meadows, hein, donc c'est très différent. Enfin, il faut être un peu nuancé. Donc, il commence à avoir une visibilité, et en 2017, il a écrit un ouvrage, moi, qui a changé ma vie de prof, en fait, parce que j'ai enfin pu donner cette lecture à mes étudiants. Ça rassemble, donc ça s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Le processus, en fait, c'est que Servigne faisait des conférences sur l'effondrement. Et le public était complètement angoissé, en fait. Et du coup, il les rassurait en disant, mais non, en fait, c'est une construction liée à la richesse des nations, que quand un pays est très riche, l'individualisme se substitue, prend le dessus sur notre empathie et élan altruiste, naturel, dont nous sommes tous porteurs, tous et toutes porteurs et porteuses. Et en fait, du coup, il a voulu prouver, parce que personne ne le croyait, bah, il était un idéaliste, il a les cheveux longs, un peu longs, il a tout coupé. J'ai vu ça dans Philosophie Magazine, j'ai dit, bah, ça y est, il a passé la quarantaine. Donc, Aurélien Barraud tient bon sur les cheveux, moi aussi. Donc, parenthèse capillaire, c'est une petite récréation pour moi. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Parce que je disais quand même quelque chose. Barreau. Non, j'étais sur Servigne et la collapso. Ouais. Ah, merci. Il faut la rebooter des fois. Donc, voilà. Donc, il écrit en 2017 L'entraide, l'autre loi de la jungle, et il apporte toutes les preuves dans tous les domaines des sciences humaines, sociales, mais aussi les sciences un petit peu mieux vues, la biologie, etc., de l'entraide comme mouvement spontané, surtout quand les nations ne sont pas riches. Et donc en gros, si tout s'effondre, on sera un petit peu moins méchants les uns avec les autres. Je vous résume le bouquin, en fait il est un petit peu mieux que ça, tu l'as lu, il est bien. Voilà, merci. C'est un de mes cobayes. C'est une de mes cobayes. Voilà. Donc, où il démonte cette idée que l'homme est un loup pour l'homme. L'homo economicus n'a jamais existé. Il reprend l'entraide, le titre de Kropotkin, qui est un prince anarchiste, qui avait écrit un ouvrage sur l'entraide, parce que lui, il voulait prouver que Darwin avait raison sur la compétition permanente, enfin, ce qu'on a fait du darwinisme. Il a voulu prouver que c'était vrai, ça l'a fasciné. Et en fait, comme il a fait ça dans la Sibérie, la Sibérie c'était un petit peu moins un lieu de vie super tranquille pour les plantes, et du coup les plantes s'entraidaient à mort, et du coup il a fait ça ne marche pas. Et du coup il a montré qu'il y avait aussi à l'œuvre des mécanismes d'entraide. Pas du tout connus. Est-ce que vous avez appris à l'école les propos de Kropotkin s'opposant à ceux de Darwin? J'en avais jamais entendu parler jusqu'à Servigne. Voilà, ça me rassure. C'est pas que je suis passée à côté d'un truc, tu vois. Voilà. Donc, il y a ce livre, et vraiment, c'est démontré, mais merveilleusement. Et moi, ça a été un soulagement énorme, parce que je ne peux pas tout faire, quoi. Non, et le gars fait tout ce qu'il faut pour comprendre. C'est-à-dire, c'est très difficile à réfuter. Alors, on peut nuancer, on peut, etc. Mais vraiment, il l'apporte par les expériences en économie, les expériences en tout. C'est tellement bien démontré, voilà. Donc, il y a eu cet ouvrage, où quand tu le termines, tu fais « Ah, on n'est pas un loup pour l'homme, ça fait du bien de l'entendre ». Et moi, je le savais, depuis longtemps. Voilà. Et en 2019, il y a eu l'ouvrage de Rutger Bregman. Donc, je crois que Rutger Bregman, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est hollandais, parce que moi, je le lis en français, donc j'ai un peu oublié.
Mais vu son nom, je me trompe pas, c'est la remarque oubliée. Voilà, faut oublier cette remarque. Donc, elle était nulle, complète. Donc, il a écrit Humanité, une histoire optimiste. Ça annonce la couleur. Et on est avant la pandémie, et c'est exactement le même livre que L'entraide, l'autre loi de la jungle. Oh, moins bien. Voilà, parce que, enfin, bon, on en parlera une autre fois, mais moi je le trouve moins bien, mais ce sont les mêmes exemples. Les mêmes auteurs qui sont cités, les mêmes expériences qui sont citées, les mêmes expériences, les mêmes conclusions qui sont faites. Et je pense pas que Bregman soit un grand fan de Servigne, je pense juste que quand on s'intéresse au sujet, on s'intéresse finalement aux mêmes expériences. Donc il prend par exemple, l'avantage de Bregman, c'est qu'il prend par exemple les grands mythes de la psychologie sociale, comme la fameuse expérience de Milgram, qui est censée prouver à quel point nous sommes serviles, et il explique, parce qu'en fait, moi j'avais lu l'expérience jusqu'au bout, c'est-à-dire que pas juste les conclusions, moi ça m'avait interrogé à fond. Et du coup, en fait, dans l'expérience de Milgram, donc appuyé sur un voltage pour que quelqu'un dans une salle à côté se prenne une décharge dans le cul, j'ai dit mais c'est pas très poli, se prenne une décharge, on va dire tout simplement, se prenne une décharge quand il répond faux. Voilà, c'était cette expérience, et en fait, la conclusion, c'est qu'à partir du moment où il y avait un scientifique à côté du cobaye qui disait continuer l'expérience, l'autre faisait poète, et l'autre avait beau faire « Ah, je meurs, je suis cardiaque, arrêtez !» L'autre faisait poète et continuait, jusqu'à 450 volts, ou je sais pas, alors je suis très très nulle en voltage, mais en tout cas un truc qui te tue tranquille, quoi. Donc, cette expérience est restée comme « Oh mon Dieu !» En plus, c'était pour prouver comment le nazisme fonctionnait, enfin, il y avait tout encore ces expériences étaient liées à l'après-guerre, au tremblement de terre de ce qu'avait fait penser le nazisme de l'homme, évidemment. Et du coup, lui, Bregman, explique que l'expérience de Milgram a montré des choses, mais pas ça en fait. Et justement, quand vous lisez vraiment les rapports jusqu'au bout, vous voyez que, en fait, quand le pseudo-scientifique, parce que c'est un homme déguisé en scientifique, dit continuer et qu'on ait un faible voltage, la proportion de cobayes qui continuent est forte, mais si les cobayes reçoivent un ordre en genre « ça suffit, continuez », les gens se lèvent et se barrent, et la proportion de gens qui continuent à faire « bzzz » est immensément faible. Et qu'ensuite, il y a eu aussi également des interviews des personnes qui avaient été cobayes dans l'expérience de Milgram, et qui disaient « mais moi, j'étais prêt à tout, parce que ma fille est malade, et si je peux faire avancer la science, je suis prêt à n'importe quoi ». Donc, en gros, c'est contextuel. C'est s'il y a un scientifique qui pense que tuer un gars en faisant bzzzt, voilà, et puis on est dans une expérience scientifique, il y a bien une équipe médicale, sinon il ne dirait pas de continuer, on n'est pas des meurtriers. Donc ça, c'est l'explication par le contexte. Une personne décente mise dans un contexte qu'il ne connaît pas, et là, ils étaient à l'université. C'est une expérience universitaire, d'accord? Ils n'étaient pas à la morgue de la crypte d'un sous-sol plein de fantômes, d'accord? Donc évidemment que c'était dédramatisé, et évidemment que c'est part du cerveau qui nous disent bon, ils doivent savoir ce qu'ils font. C'est pas du tout la même chose que Eichmann, quoi. Faut pas déconner, non? Faut pas, pardon. Faut pas dire n'importe quoi. Des salades. Voilà. Donc, voilà. Donc, avant la pandémie, moi, je les ai lus, ces bouquins. Qu'est-ce que vous foutiez, vous? Pardon. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, mais ces livres existaient avant la pandémie, d'accord? Donc, la pandémie a enfin rendu visible ces thèses, mais ces thèses existent depuis hyper longtemps, avant que les éditeurs ne les prennent en charge, et avant que la pandémie ne rende si désirables ces modes de vie un peu alternatifs, notamment les micro-sociétés, les éco-villages, les éco-hameaux, etc. Bon, j'ai encadré cette phrase parce qu'elle me semblait importante, parce que j'étais à fond quand j'ai écrit ça. On n'a pas attendu la crise du virus pour savoir que les circuits courts, les micro-sociétés, la consommation locale, et que tout ça était vertueux. Colibri, Utopia, Alternativa, tous ces trucs-là existent depuis des décennies. Et à chaque sommet mondial à la noix, ils sont là, hello, vous n'avez pas respecté vos engagements pour le climat. Voilà, ils sont traités, oh, bah, écolo hippie. Voilà, ça suffit. Donc tout ce qu'a fait la pandémie, c'est nous faire basculer dans un monde où ces gens-là sont enfin entendus au lieu d'être marginalisés. Merci pour ça, Covid, parce que pour m'avoir donné envie de vomir pendant 4 jours, non, pas merci, je te remercie pas. Voilà. Dès lors,
l'idée, c'est vraiment l'idée de... Donc il y a tout le rapport, d'instaurer un nouveau rapport avec le vivant, évidemment, c'est pas tenable, c'est lié à l'unsustainable dont on parlait, le limits to growth, le rapport Meadows, le rapport Meadows, etc. etc. Donc ça c'est la dimension écologique, et puis il y a la dimension politique, c'est-à-dire qu'il y a une crise, évidemment, de la représentation politique. Et on commence à se rendre compte que... Enfin, on commence à se rendre compte, non, il y en a qui savent ça depuis la nuit des temps, mais... Et on en a tous un petit peu l'intuition aussi, que, en fait, l'anarchie qu'on vous présente généralement comme « on va sombrer dans l'anarchie », ce qui veut dire que tout va être horrible, que les gens vont s'envoyer des bombes à la gueule et tout ça, ça va être l'horreur. Ben, en fait, Anne Arcos s'est refusé un pouvoir au-dessus de soi, mais pourquoi? Au nom d'une souveraineté intérieure. Je sais ce que je fais, je suis responsable de mes actes, donc moins il y a quelqu'un au-dessus de moi, plus je dois y réfléchir. Et là, je vous citerai, alors je vais un petit peu le massacrer parce que je vais le faire de mémoire, mais c'est quand même la classe. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les lettres persanes de Montesquieu, donc on est en 1721, ça commence à... Hein, c'est pas 2016. Donc il y a la correspondance de Usbek et Erika, et ils se racontent des histoires, qui sont des mini-contes philosophiques enchâssés en fait. Et il y a le fameux passage des troglodytes. Alors c'est pas un vrai peuple, c'est une espèce d'utopie. Troglodyte, ça veut dire qu'ils vivent dans des maisons dans la roche, hein, ça rien de foufou. Et en fait, le passage commence, en fait j'ai tellement fait avec vous là, que je le connais par cœur. Comme le peuple augmentait tous les jours, les troglodytes s'entendirent, enfin pensèrent qu'il leur fallait un roi. Ils convinrent qu'il leur fallait le plus juste d'entre eux, et ils se tournèrent vers le plus juste d'entre eux, un vieillard vénérable, tant par son âge que par son long exercice de la vertu. À peu près. Je pense que j'ai 85% quand même, hein. Vous moquez pas. Ok. Je fais une petite parenthèse quand même, hein. Fallait pas trop leur demander de pas être trop genré à l'époque. Donc le vieillard vénérable, merci, il y a déjà Dieu, il y a déjà... on n'en peut plus. Mais bon, 1721, tu te dis, bon, le gars savait pas, quoi, je veux dire, ils étaient entre eux. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont quand même l'idée d'aller voir le plus juste, alors que nous, on vote contre, en fait. Enfin, moi, je vote contre. Ma vie politique d'élection présidentielle a commencé avec « je vote Chirac » pour pas laisser passer Le Pen, tu vois, entrer dans la vie politique, bonjour, ça finit à Sciences Po par l'anarchie, tout ça, tu vois. Donc, et ça s'annonce pas super bien pour 2022, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens pas. Voilà, que je vais aller voter pour quelqu'un qui me soulève le cœur de joie et d'espoir, j'y suis pas, hein, on va voir, hein, mais... Voilà, donc les troglodytes vont voir le plus vieux, le plus vénérable, le plus vieux, et le plus respectable de ce peuple. Et en fait, là où tu te dirais que, enfin là où n'importe quelle personne liée qui a fait Sciences Po dirait « Waouh, c'est la classe, ils veulent de moi comme roi, je vais être le roi !» Cusco, l'empereur mégalo, je sais pas si vous avez vu ça. Voilà, oh, super, oui, je vais régner sur vous, bande d'ignards, voilà. Lui, il se met à chialer, à verser des torrents de larmes. C'est mieux dit par Montesquieu que par moi. Quand je commence à lâcher prise au bout de 38 minutes de con. Donc, il verse des torrents de larmes et il leur dit, alors là, ça va être un petit peu revisité aussi, mais le gros du message, c'est « Je vois ce que vous faites. » Je me rappelle du haut troglodyte. Ça fait une vie, hein. Je vois bien ce que c'est, je crois que c'est ça, ô troglodyte. Votre vertu commence à vous peser. N'ayant point de chef, vous êtes conduit à être vertueux malgré vous. Elle fait tellement de bien cette phrase. C'est-à-dire, n'ayant point de chef, c'est parce que t'as personne qui te donne des ordres que tu fais la vertu, non pas pour t'arranger, mais tu dois réfléchir si ce que tu fais, c'est pas un peu de la merde. Tu te dis, pardon, je vais retomber un petit peu. Concentre-toi, ma belle, dit-elle en s'auto-convertissant. Bon, donc, votre vertu commence à vous peser. N'ayant point de chef, vous êtes conduit à exercer la vertu malgré vous. Ça veut dire que si vous avez envie de transgresser, ben comme vous savez que vous êtes dans un collectif et que si tout le monde fait ça, c'est l'horreur,
il faut que vous interrogiez votre justesse, votre loi intérieure, votre morale intérieure. Grand mystère, hein, on peut faire 10 ans de philosophie là-dessus. Hein. Mais c'est quand même une idée de fou. Le gars pleure parce que l'exercice autonome de la vertu, malgré nos lâchetés égocentriques, est beaucoup plus difficile que la servitude volontaire, dont a parlé la Boétie un peu plus tôt, et qui est exactement comme la phrase qui suit, dans le propos du vieux, j'allais dire, il n'y a plus aucun respect passé 18h30. Donc, du vieillard vénérable, il leur dit vous préférez suivre les lois d'un autre que les vôtres plus justes, en fait. Et il est dégoûté, les tièdes, je les vomirai par ma bouche, donc ça c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Donc, il les vomit parce qu'il sent bien que c'est de la lâcheté. C'est beaucoup plus facile de mettre quelqu'un au-dessus de toi qui te dit « montre ton passe sanitaire » que de te dire « est-ce que je suis en train de mettre en péril qui que ce soit, moi ou les autres, et de prendre votre décision intérieure ?» En même temps, on a bien travaillé en se faisant des autorisations de sortie. Je vais voir ma copine. Voilà, donc on a travaillé ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup menti. Hein. Je fais mon mea culpa. Hein. Je vous le dis, d'ailleurs, on l'a testé. En fait, on était au resto avec mon mari. Et j'ai dit, viens. Il avait un pass, il s'était fait arracher le nez. Il a eu une otite après. Je sais pas si c'est lié, mais lui, il le pense. Parce qu'en plus, on est hypocondriaque, c'est l'enfer. Donc, moi, j'avais mon truc sur mon téléphone, l'application qui fait peur, là. Il fait genre, on est dans une société de contrôle à bleu, blanc, rouge. Il est tellement content de l'être. Voilà, mais tu peux aussi l'imprimer. Et donc, moi, je le montre au monsieur à l'entrée du resto et je dis à mon mari, garde le tien, je vais montrer deuxième fois le mien. Voilà, ça marche de ouf. Voilà, donc pas trop regardant, donc je vous le dis, mais on risque gros, hein, malgré tout. Je crois qu'on en est à 3700 balles, les amendes de récidivistes. Enfin, on coupe au montage, s'il te plaît, fais quelque chose, ou dis-moi quand... Bon, tant pis. Alors, ou tant mieux, c'est bien ça le pire. Donc, ok, on avance, hein, on y est presque à la physique quantique, à la physique du temps. Ok, en fait, tout ça nous amène à une vision et une aspiration à l'anarchie dans le sens le plus noble du terme. La loi intérieure, celle qui dépasse l'ego. Alors l'espoir en un après qui... alors j'ai écrit qui cut the crap des excès d'hier, donc je vais apprendre à écrire des phrases que je peux lire en public. Donc nos espoirs en un après débarrassé des excès d'hier sont bien là, quoi. Ce monde-là a été souvent caricaturé. Vous avez peut-être vu le film Problemos avec Éric Judor, qui est très drôle, hein. Nous on fait beaucoup de développement personnel et on a bien rigolé. Donc c'est une espèce de ZAD en temps de pandémie et c'était avant la pandémie, donc c'est hyper étrange. Qui se moque donc de ces micro-sociétés et de ces aspirations, voilà. Mais donc c'est un film qui me fait beaucoup rire et qui me dérange beaucoup parce qu'en fait la plupart de ce que disent les personnages, c'est des choses que je pense profondément. Donc voilà. Il y avait un essai de Philippe Val, Malaise dans l'inculture, qui taille un costard pas possible à la décroissance. Alors tailler un costard à des gens qui n'en portent pas, c'est quand même vraiment méchant. C'est bon, il y en a un qui a compris. Voilà. J'ai dit pendant ça, je me dis, mais ouais, c'est vraiment la pire chose à faire, quoi. Tu lui tailles un sarouel. Pardon. Il y en a qui rient pas du tout, hein, donc je vais accélérer un peu. Voilà. Donc Philippe Val a taillé un costard aux décroissances qui est vraiment pas gentil, en faisant croire en fait que les aspirations décroissantes sont des aspirations à un Moyen-Âge idéalisé. À un moment, il dit mais dans ces sociétés-là, l'hôpital, c'est un bâton entre les dents pour serrer les dents contre la douleur. Calme-toi, Philippe. En tout cas, moi, ce que j'explique beaucoup en cours, c'est la distinction entre la recherche, le caractère positivement prométhéen de l'homme, qui regarde les étoiles et qui se demande ce que c'est,
et qui décident de mettre du pognon pour aller voir ce que c'est. Après, aller mettre des satellites en orbite à tel point que tu regardes la nuit, tu sais plus si c'est des étoiles ou des satellites, il y a un petit débordement. Ok, donc tu peux aimer la recherche et limiter la course folle, voilà, ce que j'appelle le greed, quoi, c'est-à-dire cette espèce de cupidité sans fond, etc. Donc en fait, les décroissants, alors il n'y a rien à voir avec le petit-déj, mais c'est juste des gens qui ne croient plus que la croissance, c'est la finalité. Ok. Voilà. Donc, tailler un bossard au décroissant, non seulement c'est méchant, mais en plus c'est contre-productif parce que l'idéologie du progrès est destructrice et néfaste. Et tous les gens un petit peu dignes de ce nom de la pensée actuelle le pensent. Voilà, donc j'ai encadré l'abandon de l'avidité, de la compulsion prédatrice, et là je me suis emportée de la distorsion de l'hubris prométhéenne en un toujours plus, n'implique nullement la fin de la recherche, la fin de la raison, la fin de la science et la fin du bien vivre. Merci. Je suis contente. Dès qu'il y en a un qui cautionne, je me sens tellement bien. Voilà, et j'en viens à mon dernier point. Voilà, j'ai parié sur 47, ça fait... Il y a 46. Et on est pas mal, hein. Sans entraînement ni rien, c'est juste la pratique, tu vois. N'importe quoi. Voilà, donc, alors, on aborde un point qui s'appelle la concurrence des futurs densifiés. Ça va? Et là, il y en a des anciens qui sont là, coucou, on s'y croirait, hein? Ouais, hein? Voilà, on s'y retrouve. En plus, en fin d'amphi, je leur fais des trucs comme ça, tu sais, genre, bam, ben voilà. C'est mon style. Donc, la concurrence des futurs densifiés, 3 petits points, un peu de physique du temps. C'est parti, les amis. Alors, je vais beaucoup parler des thèses de Philippe Guillemant. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, Philippe Guillemant, ANT, hein, comme des guillemets avec ANT. Donc, c'est un homme brillantissime. Hein. Je le sais parce que je ne suis pas super idiote. Et à un moment, il m'a embauché pour faire passer au commun des mortels ces théories qu'il se refuse lui-même de vulgariser. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. J'ai passé des mois sur les tutos vous savez, les gens qui font des vidéos pour expliquer les concepts de physique quantique. Et mon mari est physicien. Et donc un jour, j'arrive désespérée, je lui dis « Chérie, il faut vraiment que tu m'expliques, parce que là, sur la gravitation quantique à boucle, j'ai rien compris. » Et mon mari, qui est prof de physique en prépa, il me dit « Mais moi non plus, ma chérie, en fait... genre 92% des physiciens ne comprennent pas ça. » Et là, je me suis dit, ah, j'ai bien bossé quand même. Et après, on regardait Big Bang Theory, la série sur des geeks. Et des fois, ils sortaient des punchs. Et mon mari était là, quoi? Voilà. Et ça... N'en parlons pas. N'en parlons plus. Voilà. Mais c'était amusant. Voilà. Donc, Philippe Guillemant, c'est quand même un homme brillantissime, disons-le. C'est un ingénieur en intelligence artificielle qui est sorti il y a un petit moment de Centrale Paris et qui a quand même au passage raflé un cristal du CNRS pour des recherches sur... alors je sais plus si c'était pour ça, mais en tout cas il a travaillé sur l'œil artificiel, enfin c'est une pointure de chez pointure. Voilà, donc je vais beaucoup parler de sa thèse. Donc Philippe Guillemant s'appuie sur la notion d'univers bloc, qui est une notion de physique du temps. Okay. Un petit peu difficile à comprendre. En fait, elle est très facile à comprendre, mais difficile à vivre. C'est-à-dire, on le comprend en théorie, mais on se dit comment ça marche dans la vraie vie, quoi. En fait, je ne sais pas si vous avez écouté certaines conférences d'Étienne Klein sur le temps, qui ont des titres sympas dans le genre « Le temps n'existe pas ». Et toi, tu dis « Ah bah alors je vieillis pas », puis tu te regardes 2 ans plus tard dans la glace, tu fais « Étienne ». Non. Voilà. Et en fait, en l'écoutant bien, il dit qu'il faut procéder, comme le dirait Paul Valéry, j'ai écouté cette conférence mais 14 fois pour la comprendre, à un nettoyage de la situation verbale, c'est-à-dire qu'en fait, le temps vécu, c'est une flèche du temps, parcourue par la conscience humaine, alors que le temps en physique, c'est quelque chose de très différent qu'un abruti, je pense que c'est lui qui le dit, parce que moi je me garde bien de dire des trucs comme ça sur les scientifiques, où j'ai mis 20 ans à comprendre ce qu'ils disaient. On mit la notation T dans les équations. Et du coup, ça a créé une sensation chez nous, une espèce de dissonance cognitive, là, où on pense que le temps en physique, c'est le temps vécu par les humains.
Et c'est là que les ouvrages de Philippe Guillemant sont fondamentaux. Il a écrit un ouvrage qui est le deuxième des ouvrages qu'il a publiés. Donc il a commencé, je crois, en 2012 avec La route du temps, où il explique la rétrocausalité, dont ne soyez pas impatients, on va en parler. Je vous vois, vous trépigner, c'est la folie. Je dis aux internautes, c'est pas vrai du tout, hein, bon, ils sont séchés, un peu secs. Ouais, on va venir à la rétrocausalité, mais il faut me rebrancher, il faut me rebooter. Ouais, merci. Donc son premier livre, c'est sur la rétrocausalité, c'est La route du temps, et son deuxième livre, c'est La physique de la conscience. Et c'est là qu'il met physique, donc du temps, et comment fonctionne notre conscience, et donc comment les deux communiquent. Et en gros, ça explique comment on pourrait aller jusqu'à penser que nos intentions sont créatrices. Voilà. Donc lisez La physique du temps, quand même ça fait que 312 pages de physique, hein, c'est pas non plus le bout du monde, et de neurosciences. Bon. Donc, je reviens sur la notion d'univers bloc, qui est vraiment en partage dans la physique contemporaine du temps. L'univers bloc, c'est une vision du temps dans laquelle, qui dit que le temps en physique est entièrement déployé et en cohabitation, c'est-à-dire le présent, le passé, le futur coexistent. Et là, je vais prendre que le futur, parce que si on prend aussi le fait que notre passé change dès qu'on avance dans le présent, on ne va pas s'en sortir. On va rester juste sur le futur. En fait, c'est comme si on avait tous les futurs potentiels entièrement déployés. Et que, en fait, nos actes et nos intentions dans le présent densifiaient l'une ou l'autre de ces possibilités, à chaque instant. Donc, pour simplifier, on aurait dans notre futur des lignes temporelles. Et en gros, si je schématise dans le vécu, moi je l'aurais bien senti passer à 38 ans quand j'ai eu une envie folle de bébé, que j'étais sur la ligne la plus densifiée. Pourquoi? Parce que j'étais mariée depuis 10 ans, que j'avais déjà une petite fille, qu'elle faisait enfin ses nuits et qu'elle était adorable, et qu'il y avait la place. Et ça, c'était tout ce à quoi je m'étais préparée, construite, etc. Et mon libre arbitre m'a permis de prendre la décision consciente que je ne voulais pas, finalement. Enfin, qu'en fait, je voulais donner la vie, mais pas élever un enfant. Donc, on va faire ça dans le monde actuel. Ça implique de l'abandon, enfin, c'est pas très, très jojo. Donc, en fait, pour reprendre le langage de Philippe Guillemant, j'ai commuté de ligne temporelle. Je suis passée d'une ligne temporelle avec un enfant, je simplifie à bloc 1, à une ligne temporelle sans deuxième enfant, en tout cas à 38 ans. Ok? Donc, je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient dans notre vie comme destin. Ça veut dire que tout ce que vous faites inconsciemment est un destin. Vous êtes programmé pour le réaliser, donc vous allez tout droit, comme j'aurais pu faire un enfant à 38 ans. Mes parents ont 2 enfants, nos amis avaient fait 2 enfants, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis déprogrammée. J'ai fait la conscientisation qui m'a permis de faire usage de mon libre arbitre et de ne pas juste laisser couler la voie de mes prédispositions. Et du coup, si je simplifie à bloc, j'avais la ligne temporelle qui allait sur à 38 ans, elle a eu un 2e enfant, et j'ai librement commuté vers, à 38 ans, j'ai choisi finalement de ne pas avoir d'enfant parce que ça aurait impliqué un abandon qui aurait été très confrontant et qu'elle n'aurait jamais assumé de sa vie, et qui l'aurait sans doute conduit au suicide. Donc cette ligne temporelle finit mal. J'ai bien fait, je me réjouis de ne pas l'avoir prise à l'époque. Voilà. Donc en fait, nos intentions et nos actions densifient l'une ou l'autre des lignes temporelles. Et on va en parler, parce que selon Philippe Guillemant, du coup, qui a appliqué cette théorie de fou à la pandémie, en fait, je vous ai mis tous mes bouquins en pile, comme ça vous pouvez voir les titres et les auteurs. Et en même temps, ça me permet d'avoir un trépied un peu plus haut. C'est très pratique. Voilà, donc, en fait, vous allez voir où je veux en venir, parce que là, on vient de faire 7 minutes de physique du temps, froide. Là où Philippe Guillemant en vient, enfin là où je veux en venir, c'est à la thèse de Philippe Guillemant, selon laquelle ce qui se produirait aujourd'hui, c'est, mon titre, la concurrence de 2 futurs densifiés. En gros, nos intentions collectives avaient densifié une voie qui, moi, me plaît pas des masses, d'accord? Dans le genre, donc j'avais, en gros, ce serait la ligne qui conduit du virus au vaccin, du vaccin au QR code, du QR code au puçage.
avec les grands marionnettistes que serait Big Pharma, donc l'industrie pharmaceutique qui s'en mettrait plein les fouilles, sans qu'il y ait complot, il n'y a pas besoin, et Big Tech, c'est-à-dire l'industrie des objets connectés qui s'en mettrait aussi plein les fouilles. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le futur collectif qu'on était en train de prendre, avec les dirigeants que nous avions. L'élection 2022, ça va être du sport. Voilà. Donc c'était la direction que l'humanité prenait. Donc ça, c'est la thèse de Philippe Guillemot. Hein. Je veux vraiment vous l'indiquer parce qu'elle offre un éclairage tellement différent sur ce qu'on vit, qu'il faut que vous ayez entendu ça, ne serait-ce que pour intérioriser le fait qu'il existe des visions radicalement différentes, et pour autant pas complètement sorties de nulle part, avec le mot là, des gens qui parlent de tout sans rien connaître, etc. Donc, il y avait ce futur qui se dessinait, et en fait, un autre futur s'est dessiné grâce aux végétariens qui ont accepté de se faire humilier dans les années 90, et leurs parents les hippies. Voilà, évidemment, on peut être végétarien sans avoir des parents hippies, c'est merveilleux que le monde l'apprenne. Voilà, donc cette voie-là, c'est plus densifiée est devenue plus dense qu'elle ne l'était jusqu'à il y a 2, 5, 10 ans. Et là, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les aspirations qu'a pu créer la crise, puisque avant la crise, on avait déjà les ouvrages dont je vous ai parlé, donc les maisons d'édition avaient déjà percuté que c'était des sujets porteurs. Avant la crise, l'écologie, le convivre, le vivre ensemble, la convivialité, je ne sais pas si vous connaissez les convivialistes, Alain Caillé dans les années 80, 90, avec la revue Moss. AU c'est anti-utilitariste et Moss c'est un ouvrage à l'auteur de Laisser sur le don. Enfin, c'est leur petit triple de sciences sociales. Mais en gros c'est anti-utilitariste, tu vois, on est dans les années 80, être anti-utilitariste dans les années 80, t'avais pas une grande chapelle, t'avais 3 abonnés. Voilà, enfin non, mais ils étaient écoutés, mais que par des gens qui réfléchissaient à tout ça, quoi. Voilà, et donc en fait, comme on le voit à travers la publication des ouvrages que je vous ai cités, et des gens qui n'ont pas attendu la crise sanitaire pour habiter en province, voire à la campagne, tout ça a densifié, plus que les médias n'ont bien voulu le dire et pu le voir, plus que les politiciens n'ont pu ou su s'y intéresser, cette voie inattendue de la crédibilité et d'un espèce de consensus autour du limit to growth. Alors, on continue, ça c'est que le début, non, bientôt fini. Mais il faut que j'introduise le concept de... Alors attends, je regarde lequel je fais, parce que je me suis vraiment posé la question, comment je fais ça pour que ce ne soit pas complètement indigeste. Ouais, il faut que j'introduise la question de la rétrocausalité, donc le concept de rétrocausalité. Si je vous dis la conséquence c'est la cause de la cause, on fait quoi avec ça? L'exemple que je donne à des gens pour leur expliquer, c'est un exemple que j'ai forgé de toutes pièces, donc à mon avis il n'a pas une grande validité scientifique, mais il permet de visualiser humainement le truc. C'est comme si vous lisiez le coup de foudre, comme le fait que le futur que vous allez passer ensemble rétroagit sur votre première rencontre. Et c'est pour ça qu'elle est fantastique. Donc c'est pas que vos conditionnements passés, genre Descartes qui aimait les femmes louches parce que la première femme qu'il a été, elle était louche et du coup ça lui faisait un petit gris-gris au cœur quand il en voyait une. Ça c'est nos conditionnements passés. Mais on a aussi l'influence du futur. C'est ce que dit Guillemot, il montre que les équations sont réversibles, qu'il y a l'entropie et la négantropie. Je vous laisse lire La route du temps, c'est un grand plaisir. Il a un site, doublecause.net, ok, doublecause.net, où il y a toutes ces conférences. Moi, c'est à force de les écouter que j'ai parlé Guillemot. Hein. Au début, j'étais là, centrale nucléaire, qu'est-ce qu'il fait? La première fois, je me suis dit, je l'applaudis, j'ai rien compris, mais je sens qu'il y a un truc de malade dans ce qu'il dit. Voilà, 3 ans plus tard, on a fait une conférence, mais il m'a fallu 3 ans. Hein. Voilà. Donc, il faut introduire le concept de rétrocausalité, c'est que le futur influence notre présent. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez chez le psy ou la psy, vous ne pouvez pas avoir plus de 50% de résultats. C'est nul, non? Puisque le futur vous influence autant que le passé.
vous ferez vos recherches après, parce qu'évidemment je vis vite et je dis des choses pour vous faire rire aussi. Mais il y a une partie qui, dans cette théorie, est vraie. Il y a l'influence du futur aussi, les gens. Donc, une fois que vous avez compris ça, que le futur nous influence, il faut comprendre que quand vous avez pris une voie qui s'est bien dessinée, bien densifiée, celle de tu auras un enfant à 38 ans, et que vous en avez une autre qui se dessine, parce qu'elle existe, puisque tous les futurs possibles sont déployés, le nouveau futur va vous faire des coucous dans votre présent pour que vous puissiez, selon les termes de Philippe Guimont, commuter votre ligne temporelle, changer ce à quoi vous êtes destiné, et le transformer par le libre arbitre en chemin choisi, guidé par votre boussole intérieure, votre joie, etc. Est-ce que vous voulez devenir, moi je demande des fois à mes étudiants, est-ce que tu veux vraiment devenir fonctionnaire de l'administration pénitentiaire? Je le vois dans leurs yeux que c'est pas oui, oh oui. Voilà. Quand ils vont dans des ONG, tu les vois un petit peu plus. Voilà. Bon. Donc visiblement, c'est pas le chemin de joie, c'est pas le futur densifié de folie, quoi. Donc, quand vous avez ce futur là qui ne demande qu'à être densifié, qui se densifie, il vous envoie des signaux dans votre présent. Et c'est ce qu'on appelle des signes ou des coïncidences. Mais hop, notre mental se greffe dessus et du coup il voit des signes partout et on fait n'importe quoi. C'est pour ça que lisez Philippe Guimont, quoi. Ça, au bout d'un moment, vous dites, je sais, ok, en théorie c'est vrai, mais dans ma vie je peux pas l'appliquer sans faire n'importe quoi. Donc je vais postuler, je vais y aller tranquille, enfin voilà. Les stages que je fais à ce sujet s'appellent initiation aux synchronicités et pas introduis les synchronicités dans ta vie pour changer, pour commuter tes lignes de vie. On n'en est pas là. Voilà. Donc. C'est la minute de réclame. Voilà. Avec le jingle. Donc, une fois que cette nouvelle ligne est un petit peu densifiée, elle se met à faire des appels dans le présent sous forme de signes, et c'est toute la théorie de Guimont sur les synchronicités, dans la lignée, pour ceux qui l'ont un petit peu fréquenté, de Carl Jung, enfin fréquenté dans les bouquins parce qu'il est un peu mort, hein, beaucoup. Donc, vous savez qu'en son temps, Jung a travaillé avec un physicien, Pauli, pour essayer de comprendre comment ces synchronicités que Jung voyait tout le temps en séance, pour ceux qui connaissent, c'est le fameux scarabée d'or. Scarabée, il ne fait pas de dos, il est doré. Voilà, c'est l'histoire archétypale, quoi, l'histoire qui permet de comprendre ce qu'est une synchronicité. Donc une synchronicité est différente d'un signe, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle suscite une réaction émotionnelle extrêmement vive, et qu'en fait, si vous ne suivez pas l'idée qui vous vient à partir de cette synchronicité, vous avez l'impression que vous allez crever. Genre, vous voyez le boulot de vos rêves, et vous dites, si je ne réponds pas à cet appel d'offres, je crève en fait. Si je retourne au boulot demain sans avoir candidaté à ce truc qui enfin me parle, je crève. Ok? C'est pas genre, ah, je crois qu'il y a un mort qui m'a parlé parce qu'à la radio passe la chanson qu'il écoutait souvent quand nous prenions le thé. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Hein, donc voilà. Et en fait, donc, la lecture que Philippe Guimont fait de la période actuelle, c'est que le futur, on va dire écologique pour simplifier, résilient, on va dire, le futur résilient, nous envoie des signes, et que comme l'autre futur est menacé de dédensification, il se durcit. Alors ça, c'est le principe, donc le concept de Philippe Guimont qui va avec, c'est le concept de résistance du futur. La résistance du futur, c'est le principe du GPS. Vous le voyez quand vous prenez votre GPS. Vous passez, vous êtes donc en voiture, vous polluez comme des affreux. Avec votre GPS, vous êtes connecté à plein de satellites, c'est horrible. Vive la 4G, enfin, vous faites tout ce qu'il ne faut pas. Et donc je vais dire je, parce que peut-être vous êtes innocent, donc imaginez-moi. J'ai mis la voix du GPS ce jour-là, alors d'habitude je la tais. Et je lui ai mis va à Sciences Po. Et puis sur le chemin, je me dis oh, je vais aller. Qu'est-ce que je peux faire qui soit bien, tu vois, parce que aller manger des sushis, c'est nul. Un truc qui me valorise. Je vais aller faire ma séance de yoga. Non, pardon. Je vais aller faire ma séance de méditation transcendantale. Voilà, donc, je quitte la route. Parce que la méditation transcendantale, c'est pas à rue Gaston-Saporta à Aix-en-Provence. Il se trouve que c'est à Méreuil. Ah, mon GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah cool, tu as changé d'itinéraire, je suis contente. Non, parce que moi c'est une voix de femme. Elle me dit, tourne à droite, prends le rond-point, retourne là où tu veux aller, vas-y.
Voilà, elle s'énerve. Plus je vais tout droit sur ma nouvelle ligne, plus elle veut que je reprenne. Et ça la rend malade. Elle crie à la fin, je crois. Tu vas retourner à Moji. Voilà. La mienne a un fait ça, je sais pas si le... Bref, c'est pour ça que je la coupe, elle est pénible. Donc, c'est ça le principe de la résistance du futur. C'est que quand il y a un futur qui se sent menacé de dédensification, il envoie des signaux, il dégaine l'artillerie lourde. Et c'est la lecture que fait Philippe Guillemont de l'acceptation du pass sanitaire. Alors, moi j'ai tout faux, hein, donc écoutez-moi, mais quand même, parce que Trump, j'ai fait, il passera jamais. Trump, Trump, mince, les gens vont voter pour Trump, quoi. Ils l'ont fait. Après, Obama, tu vois, les gens ils sont pas schizo, quoi, en Amérique. Ah. Et après, je fais non, mais le virus, c'est bon. Enfin, comment ça, les Italiens, ils sont confinés, mais ils sont fous. Les écoles ferment, quoi? Mais je veux pas, non, mes filles à la maison tout le temps, non. Je t'aime, ma chérie. Mais l'école, c'est bien. Voilà. Donc, ce moment-là de vie. D'accord. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont été inattendues et que j'ai pas du tout anticipé. Et donc, le QR code, pareil. Je me non, tu les vois, tu sors ton téléphone, à chaque fois que tu rentres dans un resto, faut pas déconner, on est à Marseille, bébé. Donc, j'y croyais pas du tout. Alors, on reste à Marseille, bébé, hein, donc vous avez quand même une petite liberté de marge d'action sympa. Hein. Tout à l'heure, en fait, j'habite à Notre-Dame-du-Mont, donc il y a des tags intéressants. Hein. Il y avait gare au fouf. Voilà. Patriarcat, tu vis tes dernières heures. Et mes préférés, c'est ménopause rebelle. Oh, qu'est-ce que j'aime. Ça me fait tellement de bien, mais enfin un avenir pour moi, quoi. Taguer mon quartier avec ménopause rebelle, avec mon pochoir clitoris. J'aime. Et en face de chez moi, il y a écrit féministe. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il me dit c'est toi qui fais ça? Je dis bah même pas, tu vois, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Alors, voilà, donc j'arrive à la fin du truc, hein. On est à 1h06. Il me reste 9 minutes. Okay. Maximum. Conclusion comprise, tu vois, dessert, café, addition. J'achète. Je suis pas payée, hein, je l'ai dit quand même. Voilà. C'est un acte gratuit, comme Raskolnikov. Il se fait tard pour moi aussi, hein, ça, on sent qu'on perd la boussole là. Alors, du coup, la lecture d'aujourd'hui à travers cette thèse, tu vois, c'est la dernière page. Tu vois, il me reste ça. Okay. La lecture d'aujourd'hui à travers cette thèse, c'est que humainement, on aurait densifié une voie d'un futur résilient et le futur Big Pharma, Big Tech enverrait l'artillerie lourde dans notre présent pour survivre. Okay. Ainsi, selon cette thèse, donc exemple d'artillerie lourde envoyée dans le présent, le QR code obligatoire et tout ce truc-là. Et la société à 2 vitesses qui en découle, là, les internautes. Les gens en 2D, là. Donc, selon cette thèse, ce que nous traversons aujourd'hui, de négatif, dessine, selon Philippe Guillemont, l'espoir d'un possible futur très différent, librement densifié par notre libre arbitre, et que je m'efforce, en acte, de densifier ce soir. Alors s'il vous plaît, n'applaudissez pas tout de suite, j'ai pas dit ma conclusion. C'est petit côté mégalo comme ça, tu vois, ça... On y va, ouais, c'était classe. J'ai souligné 2 fois. Alors, je conclus. Pour chacun et chacune d'entre nous, de manière intersectionnelle, ça j'ai tout loupé là. Je te la refais pour que ce soit... Parce que c'est emporté quand même. Je m'excite quand j'écris des trucs comme ça, quoi. J'y suis à fond les balles. Donc, pour chacun et chacune d'entre nous, de manière intersectionnelle et multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles, tant de choses ne seront plus jamais comme avant. Mais l'individuel cumulé constitue la toile du collectif. Il est de notre devoir, individuellement, de conscientiser nos intentions réelles et de les dépolluer des intériorisations de croyances qui ne nous appartiennent pas. Sinon, on densifie le futur Big Pharma, Big Tech. Alors que librement choisi, si on sort de la mauvaise honte du végétarien qui s'est fait huer à la cantoche en 1994, on densifie un futur résilient.
Si chacun fait l'effort de distinguer dans sa pensée et ses affirmations ce qui relève de l'ego et qui fait rien de bien dans le monde, et ce qui relève de son être profond, et que chacun fait le choix de la justesse et de l'authenticité dans ses aspirations, alors un autre futur est possible. C'est la physique du temps qui le dit. Car aujourd'hui, plus que jamais, incarner ce que l'on est un acte politique. C'est bon, vous pouvez applaudir.